Voilà. Il est question de prévenir, évitons les débats puérils. L'heure est grave, tous unis, faisons un sur le ring. L'union est vitale, le respect des consignes capitales pour vos querelles de bas étage. Ceci n'est pas normal. 21h, bonsoir tout le monde, bienvenue sur nos différentes plateformes pour suivre ce troisième numéro d'une série de conférences virtuelles et nocturnes initiées par deux organisations. Il s'agit de l'Ex-Africa et de JIDER, notamment son programme Citizen. Des conférences qui vont porter sur différentes implications dans la gestion du Covid-19, les implications sanitaires, socioculturelles, économiques, des droits humains, les implications sécuritaires, éducation, situation des enfants, des femmes et du point de vue des relations internationales. Pour ce troisième numéro, notre invité est le professeur Abdoulaye Sakho, agrégé de droit privé et spécialiste du droit économique, pour parler ce soir de l'éthique et du droit dans le contexte du Covid-19. Rapidement, vous présenter notre conférencier. Il a été le premier directeur de l'école doctorale sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de l'Université de Dakar. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes africains de la régulation, rédacteur des actes additionnels de la CEDEAO sur les télécommunications, spécialiste du droit de l'économie numérique. Le professeur Abdoulaye Sakho, chef Followers, est le directeur fondateur du Master droit de la régulation et du Master de droit fiscal en collaboration avec la Direction générale des impôts et domaines. Le professeur dirige aujourd'hui l'Institut supérieur de formation consacré à économie, gestion, économie, droit, gestion des entreprises. Vous le constatez donc, c'est un homme multidimensionnel que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir pour 1 heure afin de faire le round-up des questions liées au thème éthique et droit dans le contexte du Covid-19. Professeur Abdoulaye Sakho, vous êtes déjà connecté. Bonsoir. Bonsoir, Lika Sidibé. Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre sur nos différentes plateformes de diffusion. Vous allez donc nous parler ce soir de l'éthique et du droit dans le contexte du Covid-19. Ceux qui nous suivent veulent savoir, professeur, comment faire face avec des mesures politiques et techniques pertinentes afin d'amoindrir l'impact du Covid-19 sur les libertés, mais aussi sur la santé. Mais aussi, comment appréhender l'après-Covid-19 pour avoir une souveraineté sanitaire et réaliser ainsi le droit à la santé. L'infection à Covid-19 a remis sur la place publique, avec beaucoup plus d'acuité, les questions d'éthique et de droit. Éthique dans le cadre de la gestion technique de la pandémie, notamment des mesures de prévention, de détection, de prise en charge
ainsi que le volet important que constitue la recherche, notamment les essais cliniques, pour trouver un traitement droit lorsque l'on analyse la lancinante question relative aux droits humains, aux droits fondamentaux, notamment les libertés publiques. Ce contexte de crise sanitaire mondiale a abouti à la prise de mesures exceptionnelles des autorités politiques partout dans le monde pour juguler la pandémie. Sur le plan de l'éthique, la controverse soulevée par les déclarations racistes et iniques, il faut le dire, de deux chercheurs français de délocaliser leurs essais en Afrique, alors que l'Occident et les USA sont en proie à la pandémie qui a fini de montrer les limites des systèmes de santé et de la gouvernance mondiale de ce secteur, mérite une réflexion approfondie que vous allez partager avec nous ce soir, professeur Abdoulaye Sakho. Mais d'abord, dites-nous, professeur, comment l'État doit gérer la vie et la mort des populations en temps de pandémie? D'abord, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent, à tous vos followers. Félicitations également pour cette brillante introduction que vous venez de faire de cette problématique. Je crois que vous avez presque épuisé toutes les questions. Maintenant, vous me demandez d'approfondir. Mais en attendant, la première question que vous posez, Madame Sidibé, comment l'État doit essayer de gérer la vie et la mort des populations en temps de pandémie? En fait, c'est la question fondamentale qui va nous retenir pendant peut-être une heure de temps. L'État dispose, je crois, de beaucoup d'instruments. Et parmi ces instruments, une qui est relative à ma science, c'est le droit, et puis une autre qui est relative peut-être à toutes les sciences sociales, c'est l'éthique. Ce sont deux catégories de normes de comportement que l'on doit pouvoir utiliser, l'une avec beaucoup de contraintes, l'autre en faisant appel à la conscience humaine. Mais ce qui est intéressant ici dans ce contexte de Covid, c'est qu'il y a deux grosses directions dans lesquelles on doit pouvoir amener les réflexions. L'une concerne la gestion de la politique de la décision médicale. Aujourd'hui, quelle est la place de l'État, quelle est la place des techniciens? Et de ce point de vue-là, on verra quel rôle joue le droit et l'éthique dans la décision médicale. Et deuxième point, c'est peut-être la question de l'accès aux soins qui est un peu plus controversée. Et cette question-là également, on essaiera de l'approfondir. Encore une fois, félicitations pour votre introduction. D'accord. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Sakho. Je rappelle donc que votre présentation va comporter deux parties. La première partie portera sur droit et éthique dans la gestion politique de la décision médicale du Covid-19. Et la seconde partie sera relative à droit et éthique dans la méthodologie de la thérapie du Covid-19. Nous allons tout de suite, professeur, avec vous pour la première partie, la décision politique, mettre l'humain au cœur de la décision politique en cette période de crise sanitaire. Oui, vous avez raison de dire qu'il faut mettre l'humain au cœur de la décision politique. Parce qu'aujourd'hui, il est question de vie et de mort, il est question de santé. Et comme le dit le philosophe que je vais citer tout de suite au début de mon intervention, il s'agit pour nous aujourd'hui, il s'agit pour les autorités politiques, il s'agit pour tous les acteurs et toutes les populations aujourd'hui de construire ensemble ce qu'on appelle un comportement collectif. Mais ce comportement collectif doit être respectueux de l'état de droit. Et respecter l'état de droit, ça pèse aussi bien sur l'État que sur les populations. Et c'est cela aujourd'hui le challenge sur lequel on doit aujourd'hui plancher et comment faire pour construire ce comportement collectif qui soit conforme à l'état de droit. Alors, c'est l'État aujourd'hui qui doit jeter les bases dans le respect du fonctionnement des institutions que nous nous sommes donnés. Et construire cet espace dans lequel nous allons tous nous mouvoir le temps de la crise sanitaire, j'allais même dire le temps de crise de l'état d'urgence, il a été souvent entendu dire, et on le répète à satiété, que nous sommes en guerre. L'heure est grave. Et quand on est en guerre et quand l'heure est grave, généralement, on emprisonne le droit. Emprisonner le droit, ça veut dire mettre le droit de côté et essayer de trouver des solutions. Or, cela, c'est pas du tout en conformité avec la phrase que je viens de citer du philosophe qui disait « il faut tout faire pour avoir ce comportement, mais ce comportement collectif qui doit être respectueux de l'état de droit ». Donc, même en période de pandémie, même en période de guerre, il faut s'organiser pour être respectueux des normes que nous nous sommes données. Et sur ce plan-là, je crois que on peut dire, en prenant l'exemple du Sénégal, c'est notre pays, que pour gérer la crise aujourd'hui, je crois de manière globale que les normes ont été respectées, le droit a été respecté. Pourquoi le droit a été respecté? Parce que le public a pris en conformité avec la constitution de notre pays, il a demandé des pouvoirs exceptionnels. Et
des pouvoirs exceptionnels pour un temps bien défini, un temps limité, en vue de pouvoir, avec célérité et avec efficacité, répondre aux nombreuses questions qui se posent aujourd'hui. Alors, les observateurs, les spécialistes de la vie politique sénégalaise savent que ce n'est pas la première fois. Ce qui est original aujourd'hui, c'est qu'on demande des pouvoirs exceptionnels pour pas conforter un pouvoir qui est branlant ou qui est chancelant comme du temps de Wade Diouf, mais aujourd'hui, c'est pour des questions sanitaires, c'est pour des questions de vie et de mort d'homme. Et sur ce plan-là, nous sommes en face donc de l'urgence sanitaire. On doit y faire face. Le fonctionnement idéal, normalement, dans le schéma de la démocratie représentative, ce n'est pas celui de l'urgence. On prend son temps, on va au Parlement, on vote des lois, on respecte des délais de gouvernance durant cette crise qui n'est pas du tout celui de temps de paix. Oui, et en même temps, la santé n'est pas une marchandise, il faudra le traiter. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup quand vous dites qu'il faut mettre l'humain au cœur de la décision politique. Et on fait tout pour mettre l'humain au cœur de la décision politique. Je le dis d'autant plus facilement que quand c'est au Sénégalais, je crois, lors du discours du 4 avril, à la veille du 4 avril, il a dit également qu'il faut mettre l'humain au cœur de cette décision. Il faut mettre l'humain au cœur du traitement de la COVID. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas original. Je crois que le premier président de la République du Sénégal, qu'on appelait Léopold Senghor, il avait l'habitude de dire l'homme est au début et à la fin du développement. Et donc, ce sont des questions importantes. Donc, on est obligé de prendre cela en compte et donc, mettre l'homme au cœur du développement, ça veut dire faire en sorte que les décisions que l'on prend puissent être prises avec lui, puissent être prises en concertation avec lui, puissent être prises avec les préoccupations des populations et non pas des décisions de dictature. Sinon, on risque de se retrouver dans ce que l'on veut toujours éviter et qu'on en a toujours voulu pu éviter dans ce pays-là, faire en sorte que le pouvoir soit entre les mains de quelqu'un qui puisse décider comme il veut, d'autant plus qu'on est en situation exceptionnelle. Donc voilà un peu du point de vue de la décision politique, mais cela ne veut pas dire que le décideur politique, il fera tout ce qu'il veut. Et il y aura, c'est sûr et certain, et de bonne guerre en démocratie, des gens qui vont dire attention, pas abus. Et ça a commencé d'ailleurs dans un certain sens, parce qu'on voit des gens de temps en temps dire attention, il ne faut pas qu'il fasse ça, il ne faut pas qu'il fasse cela. Ça, c'est de bonne guerre et c'est en démocratie. Mais ce qui est important, c'est que les institutions, si elles fonctionnent très bien également, les institutions qui nous sont données, il y aura ce check and balance, il y aura ce pouvoir, ce contre-pouvoir de ces pouvoirs exceptionnels, et c'est la justice. Et si je prends un exemple d'un pays qui nous est très proche et qui nous est presque apparenté du point de vue juridique, c'est l'exemple de la France aujourd'hui. La France vit presque la même situation que nous. On a donné des pouvoirs exceptionnels à l'exécutif, on a donné des pouvoirs exceptionnels au pouvoir politique, et le pouvoir politique aujourd'hui prend ses décisions, il est contrôlé par le juge. Et je peux donner juste une petite anecdote avant de terminer, une décision de justice récente qui a été rendue par ce qu'on appelle le tribunal administratif d'un département français qui est proche du point de vue climatique du nôtre, c'est la Guadeloupe. Et le tribunal administratif de Guadeloupe a enjoint aux autorités sanitaires et politiques de tout faire pour que l'île de la Guadeloupe puisse être très bien approvisionnée en matériel anti-Covid et en même temps qu'on puisse leur donner cette fameuse chloroquine-là dont on parle. Alors, le tribunal administratif a accédé à la demande, mais le Conseil d'État français vient de leur dire, écoutez, il n'y a aucune urgence, arrêtez, ne poussez pas trop le bouchon, donc pour l'instant, on va attendre. Ça veut dire que les autorités politiques ou les autorités judiciaires, les autorités locales qui prennent des décisions peuvent être contrôlées aujourd'hui. Et donc, ce contrôle peut être le fait des institutions. Je crois que quand on est dans un pays, il faut respecter, il faut également faire confiance à ces institutions. Et sur ce plan-là, ce qui est intéressant dans la décision aujourd'hui politique, c'est que le pouvoir politique s'est donné les pouvoirs de décider, mais il faudrait qu'il s'organise pour ne pas décider tout seul. Et c'est là où on va faire appel à l'éthique. Parce que ce n'est pas parce que vous avez tout que vous allez faire tout ce que vous voulez. Et sur ce ratio, elle est là, elle se prend, mais elle se prend en concertation avec le technicien. Et j'ai entendu le professeur Seydi parler, j'ai entendu le professeur Bousso parler, et je crois que les autorités politiques me tendent une oreille. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Le politique, il a son aire d'influence, le politique, il est légitime du point de vue, parce que c'est lui qui a été élu, le politique, c'est excellente chose. Et sur ce plan-là, je crois que du point de vue éthique également, on a respecté. Je disais tout à l'heure qu'on a respecté le droit pour donner les pouvoirs exceptionnels à l'exécutif. On a également, je crois, du point de vue pratique, été conforme dans un certain sens à l'éthique, parce que
on ne décide pas tout seul. Et c'est même d'autant plus intéressant que si on regarde, aujourd'hui, ce n'est même plus le pouvoir central tout seul qui y est, c'est également les pouvoirs locaux, notamment les préfets, les gouverneurs ont une parcelle de pouvoir et ils ont la possibilité de faire respecter un certain nombre de décisions. Alors sur ce plan-là, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que je crois que les institutions sénégalaises, elles sont assez solides, elles sont assez fortes. Les gens ont l'habitude de critiquer parce que nous, on est comme ça, on aime bien critiquer, mais il faut être fier également des institutions que nous sommes données parce qu'on n'a presque jamais vécu on n'a pratiquement jamais vécu de coup d'État. Ça marche. Il y a des alternances, il y a des choses. Donc ces institutions, il faut les renforcer et peut-être que l'après-Covid nous aidera à mieux améliorer et à donner peut-être un peu plus de pouvoir au pouvoir local, notamment les maires, les gouverneurs et autres, pour pouvoir mieux rendre une gouvernance proche des populations. Oui. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Sakho, pour votre exposé avec de la première partie, avec une analyse politique des mesures qui ont été prises par le chef de l'État, les ministres, les gouverneurs, les préfets, l'administration locale. Ici, en fait, dans le cadre du Covid-19, il s'est posé un problème de santé publique parce que la santé publique, et je crois que vous l'avez rappelé, ce n'est pas que la médecine. Il y a même très peu de médecine dans la santé publique. La santé publique, c'est une question de décision, d'analyse de l'environnement, de communication avec les communautés. C'est ça la santé publique. C'est la santé vraiment collective. Elle doit être par conséquent totalement inclusive. Les décisions politiques, les mesures du président de la République, de ses ministres, des gouverneurs et préfets, vous en avez parlé, sont-elles pertinentes? Est-ce qu'elles permettent de gérer la situation sanitaire dans le respect des droits et de la dignité humaine? Ensuite, il y a la décision technique et c'est là où intervient justement l'éthique dont vous faisiez état tout à l'heure, qui doit venir, comme vous le dites, au secours de la décision politique. On est dans l'urgence sanitaire et le corps médical doit intervenir. Et en médecine, tout est éthique. L'éthique est consubstantielle à la pratique médicale. Elle est même inséparable de la pratique médicale. Alors, une ou deux questions, professeur, avant d'entamer la deuxième partie. État d'urgence, droits humains, droits fondamentaux, liberté publique. Quel est l'impact du premier sur les autres? C'est-à-dire, quel est l'impact de l'état d'urgence sur les droits humains, les droits fondamentaux et les libertés publiques? L'état d'urgence est une situation qui restreint en principe les libertés pour les besoins, j'allais dire, et pour que tout le monde puisse comprendre, éviter des concepts pour les besoins de l'intérêt général. C'est comme ça que je vais dire. Aujourd'hui, quand vous prenez la question de la liberté, pour parler le langage de rue, on a l'habitude de dire votre liberté, elle s'arrête là où elle commence à gêner celle des autres. On a tous la liberté d'aller et de venir. Mais on a également un certain besoin de sécurité. Cette sécurité, aujourd'hui, c'est une sécurité sanitaire. Si tout le monde part, sort, s'en va, on fait des mouvements, il y a des chances que notre sécurité sanitaire elle soit menacée. Et cela justifie cette restriction des libertés que nous avons. Et dans ce sens-là, au début, quand on a fait le couvre-feu, il fallait faire respecter. On a vu des forces de l'ordre qui tapaient les populations et tout cela. Oui. Je sais que le Sénégalais est pas endroit, à la limite, un peu frondeur. Il se dit, Graoul, c'est cette civilisation-là, cette philosophie de Graoul. Mais à un certain moment donné, je crois que l'autorité doit montrer qu'elle existe également, qu'elle existe, et l'autorité a la possibilité de faire en sorte qu'on respecte. La seule chose, et là je vais faire appel aux sociologues généralement, c'est eux qui ont la possibilité de dire quelle est l'attitude la meilleure face à une population comme la nôtre, qui a grandi, qui a été j'allais dire, allaitée à la liberté, qui ont l'habitude de sortir, d'entrer, de venir, et en disant, bon, moi vous n'allez pas brimer ma liberté. Cette population, il faut voir comment elle fonctionne pour pouvoir faire accepter un certain nombre de mesures. Porter des masques, se coucher à 8 heures, en fait, être à la maison à 8 heures, ne plus bouger, ne plus aller quelque part. Ça, c'est des questions qui méritent qu'on réfléchisse sur comment rendre effective cette décision-là. On ne peut pas calquer tout ce qui se fait parce que nous avons des manières de faire. Confinement, ok, mais confinement dans des concessions qui sont assez exiguës, où il y a tout le monde, ça peut poser problème également. Donc, il y a peut-être quelque chose à inventer sur laquelle on doit. Et je comprends peut-être le pourquoi de l'hésitation de nos autorités aujourd'hui, justement, sur la décision politique. Est-ce qu'il faut confiner tout le monde? Est-ce qu'il faut dire à tout le monde de porter des masques? Porter des masques, ça pose des problèmes aussi. Est-ce qu'on a les moyens d'avoir tous ces masques-là d'un seul coup? Parce que les masques, il paraît que c'est des durées de vie assez courtes, même si c'est des masques lavables. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? J'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'on voit tellement de fausses nouvelles aujourd'hui, que le Sénégal aurait décidé de demander à son armée de construire ou de faire ou de fabriquer beaucoup de
de masques. Ce ne serait pas mauvais, cette manière de faire. Parce qu'on se rend compte de plus en plus que ces masques sont assez utiles. Donc la décision politique, moi en tout cas, si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est que du point de vue politique, je crois qu'on est encore en phase. Est-ce qu'on est débordé? Je ne suis pas encore sûr. Est-ce qu'on a la chance que la maladie ne soit pas encore complètement, comme on dit, partie? Je ne sais pas. Est-ce que nos médecins sont forts? J'ai l'impression qu'ils sont très bons. Ceux qui sont actuellement en charge du volet sanitaire de cette question-là, je crois qu'ils s'en sortent. Ils ont créé un organe de concertation qui s'appelle le COUS, je crois. Et les politiques qui sont arrivées aujourd'hui, et je me demande si est-ce qu'on n'est pas un petit peu envié par nos voisins, parce qu'on me dit que de plus en plus, il y a des gens qui quittent les limitrophes pour essayer d'entrer dans notre pays en se disant parce que le Sénégal affiche des chiffres qui donnent l'impression de... Est-ce que ça ne va pas nous nuire d'ailleurs, le fait que l'on affiche tout le temps des chiffres, en disant que bon, il y a tant de guéris, on va faire des envies, et les gens viennent quoi ici pour demander à être guéris également. Or, la guérison, ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse beaucoup. Je crois que nous, des pays comme les nôtres, qui sont des pays dans lesquels il y a des croyants de toute confession, de toute façon, la guérison, bon, l'homme essaye de soigner, on soigne. Et ça, c'est même pas moi qui le disais, c'est un médecin qui le disait, et j'ai l'habitude de citer ce médecin-là également, de l'ère où on n'était pas encore né, Ambroise Paré, qui disait je le pensais et c'est Dieu qui le guérit. Celui qui guérit, c'est le bon Dieu. Peut-être qu'on a mis tout ce qui est de notre côté pour qu'on puisse guérir, mais il faudrait également que l'on fasse attention à beaucoup de choses. En tout cas, cette pandémie, Madame Sidibé, je crois qu'elle est dangereuse, elle n'a pas encore tout livré. Il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. Il faudrait qu'on ait un peu le triomphe relativement modeste et qu'on continue à travailler et qu'on continue à communiquer, à dire aux populations ce qu'il faut faire, à dire aux populations ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que ça nous aidera énormément et l'autorité politique a cette responsabilité-là. Donc, professeur Abdoulaye Sakho, si on écoute bien votre raisonnement, il est bien possible, à votre avis, de concilier la sécurité sanitaire pour le cas de Covid-19 et les libertés. Absolument. On est même tenu. Aujourd'hui, on doit inventer. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire depuis que ce Covid est là, bon, c'est des choses sur lesquelles nous, les chercheurs, nous avions l'habitude de dire, il faudrait qu'en Afrique, on invente notre manière de fonctionner. On doit inventer notre manière de faire, notre manière de fonctionner. Et c'est pour cela, quelquefois, je dis par-ci, par-là, que peut-être, malgré tous les drames que ça charrie, le Covid pourrait être une opportunité également pour nous, pour les pays comme les nôtres. On ne sait pas trop pour l'instant. On ne sait pas où est-ce que ça va se dérouler, dans quelle direction ça va aller, mais une chose est certaine, on est obligé aujourd'hui, tenu de concilier la sécurité sanitaire, tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, on est même obligé de vivre avec. Si vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec la pandémie de SIDA? Aujourd'hui, on vit avec le SIDA. Le SIDA, c'est presque un peu comme le Covid. Il n'y a pas de médicament pour guérir le SIDA. Mais les hommes vivent avec le sida aujourd'hui. Ils ont appris à vivre avec le sida. Peut-être que si on n'arrive pas à trouver ce fameux vaccin-là, on va être obligé de vivre avec le sida. Il y a les pays européens, certains pays qui sont de l'autre côté de l'Occident, qui essayent de voir comment déconfiner actuellement, malgré le fait qu'on n'ait pas encore vaincu la maladie. Ça veut dire que l'homme ne peut pas continuer à se cacher quelque part. Je crois que l'homme est suffisamment intelligent, c'est Jacques Archimédis. On a une intelligence que nul autre être sur la Terre n'a pour l'instant. Donc, c'est à nous de trouver des solutions. On ne peut pas continuer à nous confiner. Il faut qu'on vive, il faut qu'on mange, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse des enfants, il faut que l'être humain continue à survivre. Sauf si on arrive à la fin du monde. Si c'est la fin du monde, ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, je ne crois pas qu'on n'est pas encore dans la fin du monde. Donc, il nous continue à travailler et être optimiste en se disant que, bon, il y a des gens qui font de la recherche. Je viens de voir un président de la République d'un grand pays dire que toutes les forces de recherche du monde sont mobilisées pour tenter de trouver un vaccin à ce Covid-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut être optimiste et essayer de gérer pour que nous, la situation dans laquelle on est, elle ne puisse pas aller plus loin. Pour l'instant, le Sénégal, machallah, on touche du bois. Un mort, c'est un mort, ce sera toujours un mort. On ne le souhaite pas. Mais on se dit bravo à nos gars, et vous me donnez l'occasion d'ailleurs de féliciter tout ce personnel médical et voire même les autorités et les forces de sécurité. En tout cas, pour des avis largement partagés, l'état d'urgence menace véritablement les libertés fondamentales. De toutes les façons, nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect-là avec nos followers qui sont connectés.
Professeur Abdoulaye Sakho, vous êtes là avec nous? Oui, je suis là. Oui. Nous allons maintenant avec vous engager la deuxième partie, la décision médicale, éthique de la recherche versus éthique du traitement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui. Là, je crois que c'est le point d'orgue de la question du Covid aujourd'hui. C'est une question qui est tellement importante que la discussion, elle a quitté les spécialistes pour se retrouver partout et dans les réseaux sociaux. En principe, c'est une question de spécialistes, c'est une question j'allais dire, de recherche. C'est une question scientifique. C'est une guerre d'école même, on peut dire, entre les partisans de telle méthode et les partisans de telle autre méthode. Et ce que l'on constate aujourd'hui, la pandémie, elle est en train d'emporter beaucoup de monde. On n'a pas encore trouvé de remède. Il y a des chercheurs, ou en tout cas des médecins, qui disent avoir trouvé la possibilité, en tout cas, de guérir, utilisant une association de produits. Un des produits que nous connaissons très bien, et puis un autre, un antibiotique. Alors ça, c'est incarné par le médecin de Marseille, qui s'appelle M. Raoul, et qui est un natif du Sénégal, d'après les informations, et qui aime bien le Sénégal également, qui est en train de faire des travaux et qui sort beaucoup de choses intéressantes. Tellement intéressantes que même le Sénégal, d'après ce que le professeur Seydi a dit, il suit la méthode Raoul. Alors cette méthode, elle sert à quoi? C'est quoi? Il s'agit juste d'essayer de traiter le malade avec un médicament ou une association de médicaments qui, d'après certains, n'a pas encore fait ses preuves. L'autre essaye de plus en plus d'élargir son champ en disant « j'avais peut-être 25 au départ, aujourd'hui je suis à 1000, c'est peut-être ça le médicament ». Quand je dis c'est une guerre d'école, c'est quoi? Vous savez, l'université a des modes de fonctionnement. La recherche a des modes de fonctionnement. Et ces modes de fonctionnement reposent sur des méthodes, des méthodologies. C'est comme ça qu'on dit. Alors, pour qu'une méthodologie puisse aboutir, pour qu'on puisse arriver à un résultat qu'on peut dire scientifique, et c'est dans toutes les sciences, pas seulement médicales, hein, même en droit, même un peu partout, pour que le résultat puisse être considéré comme un résultat scientifique, un processus. Et ce processus concernant les médicaments, il est relativement long. Pour mettre un médicament sur le marché, c'est relativement long. Pourquoi c'est long? Parce qu'il faut d'abord qu'il soit identifié par la recherche fondamentale. Une fois que la recherche fondamentale a identifié, on passe par les essais sur les animaux, 2 phases. Ensuite, une fois qu'on a fini les essais sur les animaux, on passe par les essais sur l'homme. Et les essais sur l'homme, la pandémie, elle est là, le Covid-19 est là, ça ne peut pas attendre. Certains ont dit, écoutez, nous, on va enlever notre habit de chercheur, on va porter notre habit d'Hippocrate, notre ami médecin traitant. On va traiter la maladie. Et traiter la maladie, c'est donc prendre, avec les données acquises actuelles de la science, il y a un traitement qui est à base de chloroquine que nous connaissons bien, relativement bien, et l'autre à base d'un antibiotique. Et quand on le fait, il paraît que ça a des aux partisans de cette méthode, on leur reproche de faire quelque chose qui peut être, d'après ce qu'ils disent, dangereux. Et donc, ça peut amener à tuer des hommes parce qu'on n'a pas encore bien maîtrisé ce médicament. Les autres leur disent, nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à soigner les gens et de diminuer le nombre de morts. Les autres leur disent, si vous continuez, vous allez peut-être amener des effets secondaires graves et amener des morts. L'autre lui dit, si vous arrêtez, les morts sont là déjà. Alors on fait quoi? Vous savez que là, ce n'est plus du tout une question de droit. Le droit n'y peut rien. Le droit ne trouve vraiment rien là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va en appeler à l'éthique. Et l'éthique, c'est quoi? C'est une norme de fonctionnement qui est plus de la conscience, individualisation, droit. Le droit, c'est une norme de comportement qu'un pays se donne et qui est valable pour tout le monde. On dit à toute la population, voilà comment vous allez fonctionner. Alors que l'éthique, c'est vous-même, de par votre conscience, qui vous donnez une norme en disant, moi, voici mon éthique, voilà comment je fonctionne. Et sur ce plan-là, c'est quoi? C'est la responsabilité individuelle. Et donc, le professeur Raoul, son équipe et tous ceux qui sont dans sa lignée disent, notre éthique aujourd'hui de médecin nous oblige à essayer de soigner les gens avec les données acquises de la science, avec l'hydrochloroquine et l'antibiotique. Les autres disent,
Nous, notre donnée, notre éthique ne voudrait pas cela. Nous sommes des universitaires, nous sommes des scientifiques, nous sommes des chercheurs. Nous voulons qu'on termine le processus de recherche de médicaments. Et ce que vous ne savez pas, moi je ne prends pas position par rapport à cela. Je regarde juste et je constate. Ce que l'on ne sait pas, c'est que dans le processus de mise sur le marché de nouveaux médicaments, les concepts, les termes scientifiques, c'est essai thérapeutique ou bien essai clinique. Dans ce processus des essais cliniques, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il arrive un moment où quand on a terminé l'expérimentation, ce qu'ils appellent in vitro et in vivo, quand ils ont terminé, il faudra prendre des groupes. Et les groupes, on leur donne le médicament. Leur donner le médicament, on va prendre un groupe, on leur donne le médicament avec un principe actif, c'est ça la randomisation, et on prend un groupe, on lui donne le médicament sans principe actif. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et ces gens-là qui n'ont pas le principe actif, ils vont mourir. Et ça aussi, c'est des questions morales, c'est des questions éthiques. Oui. Tout le monde se pose la question de se dire, mais pourquoi on en veut à ce monsieur qui est en train d'essayer de guérir? Beaucoup de gens sont avec lui. Il y a eu des pétitions dans son pays d'origine, la France. Il y a eu des pétitions menées par un ancien ministre de la Santé, Boustou Blasi, et il a recueilli, je ne sais pas combien de signatures. Son institut, aujourd'hui, est très bien, j'allais dire, achalandé. Dommage, c'est de la santé, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans cet institut. L'institut de diriger aujourd'hui, en tout cas le centre de FAN, dirigé par le professeur Seydi, tous les jours, on entend des personnes qui sont guéries, on est fiers de cela, on est très contents, et on se dit peut-être que c'est ça la solution également. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'instant, moi je dis, c'est éthique contre éthique. Éthique du traitement, c'est l'éthique du médecin traitant. L'éthique de la recherche, c'est l'éthique du chercheur qui se met de l'autre côté. Alors, le drame, peut-être que vous allez rebondir sur cette question, c'est une question qui me pose, moi, des problèmes, parce que je me dis, soigner un individu, je ne vois pas pourquoi ça va créer beaucoup de problèmes à ce point-là. Il est où le problème? Il est où le problème? Et c'est là où peut-être on peut se dire cela. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans vos questions, mais il y a peut-être d'autres enjeux qu'il y a derrière cette question des médicaments. Parce que la question des médicaments, je vous dis, ce n'est pas la première fois que ça se pose. Ça s'est déjà posé à propos du sida. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à propos du sida, quand ils ont découvert ce qu'on appelle les antirétroviraux, les ARV, qui ne soignaient pas la maladie. Ça ne soignait pas, mais ça permettait de diminuer les effets de la maladie. Et quand ils les ont découverts, à l'époque, en Afrique australe et en Afrique du Sud, les gens mouraient comme des mouches. Thabo Mbeki, qui était président, a pris un exemplaire de ces antirétroviraux et il les a copiés, ce qu'on appelle les médicaments génériques. Là. Il les a copiés et il a commencé à le donner à sa population. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les laboratoires pharmaceutiques? Ils l'ont attaqué en justice en disant c'est notre brevet, ça nous appartient, c'est notre propriété. Vous voyez, donc ce sont ces questions-là. J'espère que ce n'est pas ça qui y a derrière cette histoire de Covid-19. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question dans un premier temps. Le droit n'est pas là. C'est l'éthique qui devrait régler cette question, mais c'est la question de ce Covid-19, de cette pandémie. On se rend compte que finalement, l'éthique est vraiment à la base de tout. Elle est toujours en veilleuse et ressort toujours lorsque les droits et la dignité humaine sont en phase d'être bafoués. L'éthique, c'est un questionnement qui permet de prendre les bonnes décisions avec mesure et dans le respect des droits et de la dignité humaine. Ici, la question de l'éthique est évoquée parce que la dignité des gens est en proie d'être bafouée, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont africains, parce qu'ils sont pauvres, et c'est dans le cadre de la recherche. L'autre aspect qu'il ne faut pas occulter, professeur Abdoulaye Sakho, c'est par rapport à l'accès aux soins. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Le premier droit à la vie, c'est le droit à la santé. Et le premier droit à la santé, c'est le droit à l'accès aux soins de santé. C'est une question d'éthique. Donc, comment faire pour que dorénavant, l'Afrique puisse compter sur ses propres moyens et son expertise pour s'en sortir? Et on a les moyens, à mon avis. C'est le développement de l'industrie pharmaceutique locale, c'est les transferts de technologie, c'est les échanges et transferts de connaissances. Sur tous ces aspects-là, il y a déjà quelques questions sur lesquelles nous allons revenir juste à la fin de votre présentation. Maintenant, vous concluez sur quoi, professeur Abdoulaye Sakho? Ce que je voudrais dire comme conclusion et qui me tient franchement à cœur, c'est d'abord de demander à mes compatriotes de respecter ce que demande
les autorités sanitaires et les autorités politiques. C'est très important. Cette affaire, aujourd'hui, pour l'instant, encore une fois, je ne sais pas si c'est de la chance, je ne sais pas si c'est de la compétence, je ne sais pas si c'est notre histoire biologique. On n'est pas encore tellement envahi par cette maladie. Mais de grâce, les gars, faisons gaffe, faisons attention. Tous les jours, on nous parle d'un cas communautaire quelque part et on n'a pas encore la possibilité de faire beaucoup de tests. Donc, tout dépend de nous. C'est nous qui devons aider les autorités, c'est nous qui devons faire en sorte que ce que nous demandent les médecins, nous le faisons. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est sur la question sur laquelle j'ai parlé tout à l'heure, c'est celle de l'industrie pharmaceutique. Moi, j'ai un problème par rapport à ces gens-là. Et dans nos lectures, dans tout ce que nous voyons, on nous fait souvent état j'allais dire, de capture par l'industrie pharmaceutique de beaucoup de choses, notamment de processus de mise sur le marché d'un certain nombre de médicaments ou de retard à mettre sur le marché d'un certain nombre de médicaments. Il y a quelque chose qui est là sur lesquels je crois que c'est à l'homme aujourd'hui. Et c'est pour ça que je crois qu'il y aura un après-Covid. On en parle de manière, pour l'instant, biaisée, parce qu'on a en même temps peur, on est anxieux face à la maladie. Est-ce qu'on va s'en sortir? Mais je vous assure une chose, si on doit s'en sortir, je crois qu'il y a autre chose à faire, il y a autre chose à inventer. D'abord, pour le Sénégal, je viens de vous dire que normalement, la décision maintenant, elle doit être une décision la plus concertée possible. Oui. Rien n'empêche un président de la République d'avoir sa vision. Mais dans la mise en œuvre, il doit reposer sur ceux qui savent. Aujourd'hui, dans la mise en œuvre de la politique de santé en période de pandémie, on est obligé de nous en remettre aux médecins. On est obligé, pour rendre effectives les mesures, de nous en remettre au pouvoir délocalisé. Depuis quand on a décentralisé? Quels sont les pouvoirs de ces autorités décentralisées? Tout remonte vers le président de la République. Je crois que lui-même, s'il nous regarde, il devrait réfléchir un peu en se disant « je ne peux pas tout faire ». Et c'est vrai qu'il ne peut pas tout faire. Il faut savoir déléguer et donner la possibilité aux gens et être un grand coordonnateur. Je crois que ça, sur ce plan, c'est cela. Sur le deuxième plan, sur la question maintenant de l'accès aux médicaments, ça c'est nous aussi. Il y a eu des bagarres qui ont été menées dans le cadre des relations, j'allais dire des négociations commerciales internationales. Quand on parlait de l'OMC, il y avait un accord sur les droits de propriété intellectuelle qu'on appelait accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce. Et parmi les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, il y avait les brevets pharmaceutiques là. C'était une grosse difficulté. Et ça a amené un certain nombre de pays comme l'Inde et tout ça à avoir leur propre industrie pharmaceutique, à fabriquer des génériques et à venir les vendre en Afrique. Nous, aujourd'hui, je crois qu'on doit s'organiser pour avoir nos industries pharmaceutiques. On doit s'organiser pour régler la question de notre souveraineté. Ce n'est pas seulement une souveraineté économique, comme on le disait du temps de la guerre des indépendances. La souveraineté doit être ciblée aujourd'hui. Souveraineté dans l'éducation, souveraineté dans les finances, souveraineté dans la santé. C'est comme cela qu'on le règle et je crois qu'il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui sont prêts à faire tout ce qu'il faut. L'essentiel, c'est qu'on leur donne la possibilité, qu'on les écoute, qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer. Ils vont pouvoir faire des miracles, moi je suis persuadé, parce que ce qui est en train de se faire à Fann aujourd'hui par les gens de la santé, je ne dis pas que c'est un miracle, parce que c'est leur mérite à eux, mais je crois qu'ils méritent qu'on les applaudisse quand même. Oui, pour rebondir sur les firmes pharmaceutiques, professeur Abdoulaye Sakho, on sait que l'industrie pharmaceutique, les firmes de l'industrie pharmaceutique ne sont pas des organismes caritatifs. Pour leur poids financier, elles viennent au second rang après l'armement. Aujourd'hui, les firmes privées tiennent sous leur dépendance le marché des produits pharmaceutiques. Dans l'économie mondiale, le médicament est considéré comme un produit commercial et se retrouve soumis aux lois de l'offre et de la demande et aux dispositions sur les brevets. L'accord sur le droit de la propriété intellectuelle relative au commerce en témoigne. Le marché est discuté au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Le médicament, du fait de sa fonction, doit-il être considéré comme une marchandise? Le profit est-il légitime dans le domaine de la santé? Vous savez ça, vous me ramenez à quelque chose qui est en train d'ailleurs de disparaître. C'est la question des négociations commerciales internationales, c'est l'OMC. À un certain moment donné, ils se sont dit il faut tout faire pour libéraliser le commerce le maximum possible et ils ont choisi des secteurs en disant ça doit être libéralisé, il ne doit plus y avoir de frontières en tel et tel. Et parmi ces produits, en fait, ces secteurs libéralisés, il y a justement ces droits de propriété intellectuelle. Droits de propriété intellectuelle, quand on en parle, si on pense à droits d'auteur, les chanteurs, les écrivains et tout cela, mais on oublie de dire que derrière
ces droits de propriété intellectuelle, on trouve les médicaments. Et les médicaments, c'est essentiel pour la vie, aujourd'hui, sur lesquels il y a de la valeur aujourd'hui. Ces droits de propriété intellectuelle, sur les brevets, sur les produits pharmaceutiques, sont aujourd'hui fondamentaux, sont essentiels. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, il y a dans ces négociations commerciales internationales, ces échecs-là et le fait que ces questions-là, que les gens n'ont pas pu se mettre d'accord. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, les pays qui s'étaient considérés comme les relativement plus pauvres ont commencé à parler d'une seule voix dans ces négociations commerciales internationales. Et quand vous entendez qu'il y a eu des échecs, échecs de Seattle, échecs de Cancun, ça veut dire que les pays africains ont commencé les pays du tiers-monde ont commencé à demander et les autres et ils ont échoué. Donc, les marchandises, les médicaments, les consomment comme des marchandises, je trouve que ce n'est pas très correct. Parce qu'il y aura toujours cette opposition, droit de la propriété, trouver ces médicaments, donc je dois pouvoir les payer. Je crois qu'on doit trouver un autre système de protection, un autre système d'incitation à la recherche, qui n'est pas seulement l'incitation à la recherche par le biais de la réservation d'un droit privé qu'on donne à celui qui a trouvé. Et c'est ce qui a complètement dévoyé l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique aujourd'hui, elle repose des brevets. Et si vous avez des brevets, vous avez tout. Et mieux, quand elle doit faire, je crois qu'on n'a pas beaucoup insisté sur ces questions-là, quand elle doit faire des recherches, notamment les essais cliniques, souvent ils viennent en Afrique. Et vous en avez fait état au tout début en vous parlant de ce débat. Il y a beaucoup de questions relatives à cet aspect-là. Il y a beaucoup de questions relatives à cet aspect-là, les essais cliniques. Voilà, les essais cliniques sont devenus quelque chose que l'on faisait en Afrique et on le fait souvent à l'insu même de la population. Moi, je vous dis, en 2000, j'avais fait une présentation devant le Comité national de lutte contre le sida sur ces essais cliniques-là concernant le sida. Et en faisant mes recherches, j'avais rencontré un centre où on traitait le sida, dans lequel on faisait des essais cliniques à l'insu des populations. Et c'était juste pour la transmission enfant. C'était ça qu'ils cherchaient à voir, comment maîtriser cela. Et je vous assure qu'ils ont créé des placebos là-bas. Ils ont donné, ils ont à la limite contaminé pour essayer de trouver des médicaments. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans la course. Et c'est pour ça que je me demande, la question de savoir, est-ce que les adversaires de Raoult n'ont pas justement ces préoccupations-là? Parce que la chloroquine, je vous dis, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien du tout. Si c'est un autre médicament qui est trouvé, ça va, ça, le gars, il est tranquille. Voilà la question aujourd'hui. Voilà la question aujourd'hui. En tout cas, c'est très passionnant. Nous avons retenu énormément de bonnes choses, professeur Abdoulaye Sakho, même si le réseau Internet nous a joué ce soir de très mauvais tours. On va trouver l'occasion de se rattraper au cours des débats. Il y a déjà beaucoup de questions, des questions que Fanta Diallo, qui est de l'autre côté, va relayer. Fanta, Mohamed, est-ce que Fanta peut intervenir en direct pour poser une ou deux questions en lien avec l'exposé du professeur Abdoulaye Sakho? Oui, merci beaucoup, Mamlika. Nous sommes là sur tous les réseaux. Oui, on est là sur Twitter, Facebook, et la présentation du professeur a suscité énormément de questions. On va en relever quelques-unes, celle de Zakaria Sarkim, par exemple. Pour lui, l'Afrique doit être profiter de cette pandémie pour faire une opportunité et donner une chance à la zone économique de libre-échange, en incluant la santé, l'éducation et en utilisant le digital. Selon vous, professeur, la deuxième qu'on relève toujours sur Facebook, c'est la place de lobbyiste du médicament dans la pandémie. Je pense qu'on a eu une partie de réponse. Fanta? Alors? Le rôle de l'Afrique française. Vous pouvez relayer les questions, Lika? Oui. Fanta, nous n'avons pas très bien entendu les questions. L'une porte sur la zone de libre-échange, l'autre porte sur quoi exactement? Les vaccins, le médicament? Parce qu'apparemment, vous avez des problèmes de réseau. La place de lobbyiste. Ou bien vous écrivez carrément les questions et vous me les envoyez.
Peut-être que la connexion va s'améliorer entre-temps et je vais les poser au professeur Abdoulaye Sakho. En attendant, je vais relayer quelques questions qui sont sur la plateforme Zoom, d'autres sont sur Twitter, sur Facebook. Alors, professeur, la première question, qu'en est-il des gens qui font tabasser, qui se font tabasser pour avoir enfreint le couvre-feu? Ça pose les problèmes d'état d'urgence et comment on appelle ça encore, et respect des libertés fondamentales. Est-ce que vous répondez au fur et à mesure ou bien... Ça dépend, ça peut être interactif, hein? On peut tout de suite répondre autant que vous trouvez d'autres questions. Je crois que vous en avez déjà parlé dans votre exposé, mais... On en a parlé et puis elle est facile à répondre. Normalement, il est donné à personne le droit de taper une autre personne, ça, même si vous êtes force de l'ordre, quand même. Bon, surtout que si c'est un trouble qui n'est pas un trouble manifestement perturbant au point 2. Bon, du point de vue ordre public traditionnel, classique, mais ordre public sanitaire, ça pose des problèmes, effectivement. Aujourd'hui, je crois que le pouvoir avait besoin, et peut-être même l'autorité de police avait besoin de dire, écoutez, il faut qu'on se fasse respecter. Parce que n'oubliez pas qu'on a perdu un peu de terrain et la police a perdu un peu de terrain dans ce pays. Donc, il fallait faire quelque chose. Et je vous dis, c'est une question sanitaire. La question sanitaire, c'est une question de vie ou de mort. Et il fallait faire quelque chose. Maintenant qu'ils aient tapé, le lendemain, je crois que la police elle-même, elle a sorti un communiqué pour s'excuser. Je crois qu'il faut excuser et puis on avance pas. On oublie ça. Il faut oublier. Moi, c'est mon avis. Voilà ce que je veux dire sur cette question-là. Alors, une autre question qui vient de Abdoulaye Diallo. Et il est très présent depuis le début, hein, depuis le premier numéro du webinaire. Il pose beaucoup de questions très intéressantes. Alors, Abdoulaye Diallo, il dit « Bonsoir prof, merci pour ce brillant exposé ». C'est vrai. Alors, il dit « En droit international, est-ce qu'un pays a le droit de prendre un décret interdisant l'exportation de médicaments par ces entreprises qui vendaient à d'autres pays ?» Et là, il dit faire référence à ce décret de la France interdisant à des entreprises de réserver les médicaments pour le traitement de ses citoyens. Il ajoute que le Maroc a réquisitionné tout le stock de chloroquine d'une usine locale. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, en temps de paix, oui, ce sont des questions aujourd'hui qui sont réglées dans le cadre des négociations commerciales internationales. On dit qu'il n'y a pas de frontières, les gens vendent comme ils veulent et comme ils peuvent, mais ça a toujours d'ailleurs été une grosse hypocrisie. Il ne faut pas subventionner tel secteur pour que tel et tel, ça c'est des grosses hypocrisies. Aujourd'hui, je vous dis une chose, quand votre case brûle, vous pensez d'abord à l'éteindre avant de penser à la case du voisin. Et c'est de bonne guerre. Que la France dise, écoutez, moi j'ai un petit peu j'ai un stock qui risque de ne pas être suffisant, d'autant plus que la maladie elle est en train de croître. Je vais prendre mes dispositions. Cela ne pose aucun problème de droit. Je crois qu'on est dans le cadre, comme ils disent, des pouvoirs d'exception. Et la France elle-même, elle a mis son président de la République dans le cadre de ces pouvoirs d'exception en lui donnant une loi d'habilitation qui lui permet de réagir par ordonnance. Et ce sont ces ordonnances qui lui permettent aujourd'hui de contourner beaucoup de choses. C'est même pas que ça. Souvent, on pose la question sur les marchés publics, sur un certain nombre de choses. Pour tout ce qui est marché public lié à la santé aujourd'hui, je crois que les procédures vont être contournées. Les procédures normales, je veux dire, les procédures en temps de paix. Parce que quand en fait, c'est du bon sens. C'est comme ça que je peux dire. C'est du bon sens. Et sur ce plan-là, je crois, M. Diallo, vous avez parfaitement raison de poser la question en disant est-ce que c'est légal? Peut-être que ce n'est pas légal, mais aujourd'hui, dans le cadre peut-être des pouvoirs d'exception, on peut trouver une base à cette légalité-là. Merci. Mais ce n'est pas également qu'on est dans une période d'exception que vraiment il faudra tout faire sans encadrement, sans le minimum, quoi. Oui, je viens de vous le dire. Celui qui doit encadrer en premier, c'est celui qui est gardien des libertés. C'est le juge qui est gardien des libertés aujourd'hui. Ce n'est ni le pouvoir exécutif ni le Parlement. C'est le juge qui est gardien des libertés. Et pour prendre l'exemple de manière peut-être brute de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, si vous êtes tabassé par un policier, le policier il n'a pas le droit de vous taper. Vous pouvez aller voir un juge et puis régler. Aujourd'hui, dans les pays qui fonctionnent un peu comme les nôtres,
et qui ont créé un juge de l'administration. Vous savez, dans l'organisation judiciaire, l'administration n'a pas le même juge que le particulier que nous sommes. Il y a un juge administratif, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et normalement, le juge administratif, c'est quelqu'un qui est au contrôle du pouvoir de l'administration. Et il n'y a pas très longtemps qu'on a admis que l'on puisse mettre dans la possibilité pour ce juge de prendre des décisions en urgence. C'est ce qu'on appelle le référé. Et ce référé-là, c'est ça qui est en train aujourd'hui d'exploser en France. Parce qu'on est dans l'urgence, les maires, les pouvoirs locaux prennent des décisions qui sont beaucoup plus dures que ce que le pouvoir central a pris. Aujourd'hui, on dit, supposons, il n'y a pas de couvre-feu en France, et vous voyez un maire d'une localité qui dit couvre-feu à partir de tel. C'est pas ça que l'ordonnance dit. Et à ce moment, le juge du Conseil d'État va lui dire, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est ça que je veux dire. Donc, si on tabasse quelqu'un, ils n'ont pas le droit de tabasser. Aujourd'hui, le juge, il va dire au policier, tu n'as pas le droit de tabasser. Donc, le premier rempart, c'est le juge. Et peut-être qu'après Covid également, on fera beaucoup plus confiance à nos juges. Ils fonctionneront comme il faut. Et même pendant ce Covid-là, si quelqu'un veut, il peut aller toucher le juge, même s'il y a un ralentissement. Parce qu'il y a des audiences aujourd'hui, mais il y a des audiences qui se tiennent malgré tout. Et ça se tient. Ce n'est pas une interdiction totale de la justice. Ce n'est pas une... on a fait... La justice, c'est un service public, elle continue à fonctionner. Donc, il faut s'adresser à la justice. Il faut que nos concitoyens et nos compatriotes aient l'habitude de s'adresser à la justice. Sinon, c'est, je crois, de dire, ouais, non, j'ai pas confiance, ça repose sur quoi? Peut-être sur l'histoire ancienne du Sénégal. L'histoire d'aujourd'hui, celle qui nous permet aujourd'hui de parler à distance, malgré le fait qu'on nous interdise de nous regrouper, on est en train de parler et de mener une discussion. Ça veut dire que c'est un moment qui est complètement différent des moments qu'il y avait nous, quand on était gamin. Le moment du temps Senghor, où il n'y avait qu'un seul parti politique. Ça a beaucoup changé. Donc, il faut que les Sénégalais acceptent cela et considèrent que, encore une fois, j'insiste et je reviens là-dessus, cette maladie, il ne faut pas la prendre à la légère, les gars. De grâce, respecter, qu'on mette les masques également. Ça, c'est mon appel et c'est mon cri du cœur. En tout cas, c'est une recommandation qui est de plus en plus évoquée par les techniciens en la matière, le port généralisé de masques, surtout dans les lieux publics. Nous allons maintenant retrouver Fanta Diallo, qui, on l'espère, sera là dans de meilleures conditions techniques et que la connexion est bonne, parce qu'elle avait une question très intéressante sur la zone de libre-échange continentale. Fanta, tu es là? Fanta Diallo. Mohamed, Fanta, il est là? Oui, allez-y, Fanta, pour votre question sur la zone de libre-échange continentale. C'est celle de Zakaria Fahim. C'est sa photo que je vois. Fanta, ça va? Bien, merci. Donc, pour lui, l'Afrique doit-il profiter de cette pandémie pour en faire une opportunité et donner une chance à la zone économique de libre-échange en incluant la santé et l'éducation en utilisant le digital? Quel est votre avis sur cette proposition, professeur? Tout à fait. Mon avis est que je vais répondre je donne une réponse positive. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, cette maladie, c'est malheur. Mais en même temps, ce malheur, il faut essayer de transformer en opportunité. Parce qu'il y aura un après-Covid. Et comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ce soit la fin du monde. J'espère que nous allons tous nous retrouver sous peu, peut-être même continuer à boire du thé, à faire ce qu'on a l'habitude de faire entre nous, Sénégalais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait qu'il y ait cet après-Covid-là. Et l'après-Covid, je vous dis une chose, l'Europe a failli éclater. Pourtant, c'est une instance ou une institution de regroupement de pays européens qui avait été créée dans le but et qui a été consolidée dans le but de faire face aussi bien à la Chine qu'aux États-Unis. Mais ils ont failli éclater parce que tout simplement, quand, comme je disais tout à l'heure, quand la case brûle, ils passent d'abord à l'étang plutôt que d'aller voir le voisin. Et je crois que les Italiens en ont voulu énormément aux Français. Et ça a fait mal. Et sur ce plan-là, nous, Africains, je crois que je commence à voir des tentatives de parler d'une seule voix. Il est temps que l'on dépasse les petits organismes-là, CEDEAO, UEMOA et tout cela, qu'on aille du côté de l'Union africaine. Ouais, une vraie Union africaine. Oh là là, la connexion. Ils vont aller chercher dans une communauté de destin actuellement
peut-être que cette communauté de destin peut nous forger une identité commune. Parce que je vous dis une chose, on parle de l'Afrique et de l'Union de l'Afrique depuis le temps de l'OUA. Mais très sincèrement, une identité africaine, on ne l'a pas. On l'a devant des gens qui sont un peu différents de nous. Mais le Sénégalais, il se sent simple. On parle d'Afrique. C'est peut-être lui, parce que nous vivons tous la même chose là, actuellement. Le Covid, lui, ne connaît pas de nationalité. Oui, Tous. oui. On a intérêt à nous regrouper et à aller. Oui, mais professeur, puisque vous parlez d'aller vers une Union africaine véritable, justement, on se rend compte que l'heure est aux grands ensembles. Et on a entendu les appels à l'unité venant de Christine Lagarde, ancienne patronne du FMI, ou encore de Sibeth Ndiaye, la secrétaire d'État porte-parole du gouvernement français, etc. Donc, vous pensez que l'Afrique pourra tirer les leçons? Est-ce que l'Afrique, c'est ce que vous appelez de tous vos voeux, mais est-ce que l'Afrique pourra tirer les leçons de la gestion de cette pandémie et réussir son intégration à travers la santé? Il faut déjà qu'elle commence à gérer. Professeur Saro? Est-ce qu'on a commencé à gérer un continent? Pour l'instant, je crois que chacun est en train de balayer devant sa propre porte. Oui? Absolument. Non. Pour l'instant, chacun balaye devant sa propre porte. On balaye chacun devant sa propre porte. Et on se glorifie. On a le triomphe très peu modeste. Chaque jour, chacun dit, moi, j'ai tant de guéris, j'ai tant de machin. Non, non. Parce que ce que, tout à l'heure, j'ai entendu le président français dire, il faut qu'on aide l'Afrique. Parce que si on règle notre problème et que le problème de l'Afrique n'est pas réglé, cette affaire reviendra. C'est-à-dire que c'est global. C'est le moment ou jamais, quand on parle de village planétaire, c'est le moment ou jamais de s'en rendre compte. Mais l'Afrique, au moins, qu'on soit dans un village, nous tous. C'est difficile, c'est pas facile, c'est vrai. Mais au moins, avoir des politiques communes. Sur cette affaire-là, au moins qu'on ait une stratégie commune contre la pandémie. Même si on n'a pas une politique santé commune, mais qu'on ait je ne vois pas de dire, moi, je fais ça, je fais cela. Il faudrait trouver, ne serait-ce que cela, c'est par ça qu'on commence, une stratégie commune. L'Europe, elle s'est construite autour de quoi? Je ne sais pas si est-ce que les jeunes se rappellent, peut-être qu'ils ont oublié. L'Union européenne, aujourd'hui, elle s'est construite après la guerre autour du charbon et de l'acier. C'était la communauté économique du charbon et de l'acier, c'est comme ça que ça s'appelait. Nous, ça peut être aujourd'hui la communauté de stratégistes autour du Covid. Et peut-être que c'est ça qui va peut-être nous permettre de nous sentir africains et d'avoir une identité, parce qu'on ne l'a toujours pas. Et cela, peut-être les sociologues nous aideront à forger cette identité commune africaine. Mais en tout cas, cette question, elle est assez intéressante et elle mérite d'être creusée encore beaucoup plus par des spécialistes. Moi, je ne suis pas tellement spécialiste de ces questions d'intégration, mais il faudrait la creuser et il faut en faire une opportunité, effectivement. Alors, une question sur Zoom et ensuite, je remets la parole à Fanta qui va relayer d'autres questions sur Facebook. Cette question-là, sur Zoom, pose une situation éthique grave. Elle dit que les parents ne sont pas autorisés à rendre visite à un malade de Covid-19. Vu le flux de patients, on est arrivé à un moment où se vérifie la prédiction du professeur Hamburger, qui est un professeur de génétique et qui est décédé depuis très longtemps, qui, lors du premier congrès de morale médicale, disait, je cite, infailliblement, le jour arrive où il faudra décider de ce qu'on prend le parti de laisser mourir. Que vous inspire cela, professeur? La tristesse, une très profonde tristesse. Vraiment une très profonde tristesse. Aujourd'hui, je crois que le sentiment qui doit être le mieux partagé, c'est l'empathie. C'est ça qu'on essaie de trouver, c'est cela qui doit, à la limite, prendre la place de tout ce qui tourne autour des modes de fonctionnement, on aurait dit des moteurs de l'histoire aujourd'hui. Je crois que c'est l'empathie. Or, le fait, et c'est triste, j'assure, c'est très triste, de ne pas pouvoir rendre visite à quelqu'un qui vous est proche et qui peut-être même partira sans que vous ayez pu avoir le temps de vous dire au revoir, ça fait mal. Et peut-être que ça marque du point de vue psychologique, j'en sais rien. Donc, cette histoire, il faudrait qu'on trouve une solution aussi. Comment trouver une solution? C'est peut-être en interne avec les médecins. Et les médecins aussi qui vous disent ne venez pas, ils ont de raison. Surtout dans des pays comme les nôtres. Nous, on a une culture, en tout cas, notre culture Wolof islamisée. Quand quelqu'un est malade à l'hôpital, tout le monde y va. Quelquefois, vous
allez dans une salle, vous trouvez, mais peut-être que ça gêne aussi le fonctionnement de l'hôpital en ce temps-là. En tout cas, cette question qui est posée, elle est très importante. Il faudrait qu'on prête attention à cette question parce que, comme je disais tout à l'heure, au tout début, l'homme doit être au début et l'homme doit être à la fin. Peut-être que ce Covid nous donnera l'occasion. Au centre. Voilà. Tout à fait. Fanta, vous relayez une question très rapidement pour qu'on puisse Oui, rester une dernière question. Oui, allez-y, Fanta. Professeur, que vous inspire cette volonté de l'État de distribuer des vivres? Cette question, la personne qui la pose estime qu'il aurait été préférable de faire des tests massifs pour détecter tous les malades du Covid plutôt que d'accompagner les populations. Oui, ça aussi, c'est des choix médicaux et peut-être des choix de possibilités. Je ne sais pas si aujourd'hui le Sénégal a la possibilité de faire demander aux autorités, mais il aurait été préférable, moi je crois, parce que je ne vous le cache pas, personnellement, je suis inquiet chaque fois que j'entends un cas communautaire. Et de temps en temps, quand vous regardez la presse occidentale, on nous prédit la catastrophe. On nous dit, mais quand ça viendra en Afrique, et c'est bientôt, et d'ici une semaine, vous allez mourir dans les rues. Quand vous entendez ça, vous avez peur. Même si on est optimiste de nature, aujourd'hui, on a vraiment peur. Il faudrait qu'on regarde tout cela. Alors, peut-être qu'ils sont en train de réfléchir dans le COUS ou avec les autorités à comment trouver une stratégie qui puisse permettre de diminuer l'anxiété des Sénégalais. Peut-être qu'ils vont avoir les moyens un peu plus de tests. J'ai appris qu'il y en a de plus en plus. Il y a d'autres organismes que pasteurs qui font des tests, et c'est tant mieux. Mais en attendant, il faudrait qu'on s'organise pour que les populations respectent les gestes barrières, pour que les populations respectent ce que les médecins nous demandent de faire. Je vous dis une chose encore une fois, je ne suis même pas sûr que ce soit les autorités politiques qui demandent cela. Les autorités politiques sont là pour faire respecter cela. Mais je suis persuadé d'une chose, que ce sont les CID et le COUS et tout cela qui nous demandent de faire, et ça, c'est des médecins. Et quand un médecin vous parle, d'essayer de grâce de respecter cela. Peut-être qu'il y a une étude à faire, ou en tout cas, il y a une observation à faire pour voir comment le Sénégalais qui vit dans des conditions qui ne sont pas les conditions occidentales pourrait peut-être respecter ou en tout cas s'approprier ces mesures qu'on lui demande de faire. Je vois de l'ingéniosité chez nos artisans.